Tour de table, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Terre d'Espérance ou comment annoncer l'Évangile dans le monde rural aujourd'hui. Le pape François, dans un texte tiré de la Joie de l'Évangile, écrivait « L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. Cette Église est appelée à toujours être la maison ouverte du Père. » Alors comment proposer dans la grande diversité du monde rural d'aujourd'hui la joie de l'Évangile ? Quelle forme de présence chrétienne inventer ? Comment nous faire proches et nous mettre à l'écoute de ceux qui nous entourent, plus particulièrement en ces temps de bouleversement, de crise sanitaire, économique, écologique, humaine, et proposer la lumière de l'espérance chrétienne ? Dans de nombreux lieux en France, les chrétiens se posent ces questions et y inventent parfois de nouvelles réponses sans forcément se connaître entre eux. C'est pour cela que les évêques de France ont initié le projet Terre d'Espérance. Des rencontres nationales pour les diocèses ruraux de France afin d'aborder ces questions, de partager leurs initiatives, de se rencontrer et de se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Après les chamboulements que nous vivons et leur lot de rebondissements, les démarches en 2 temps prévues depuis 2020 ont été revues pour 2021 et 2022. Une journée diocésaine, ce 24 avril, est proposée à tous les diocèses et l'an prochain, en avril 2022, un rassemblement national des diocèses ruraux à Châteauneuf-de-Galor dans la Drôme. C'est dans cette dynamique que cette émission spéciale est née, afin de partager au plus grand nombre d'entre vous le thème de cette terre d'espérance, afin que chacun de nous se sente partie prenante et même acteur de cette grande réflexion qui à terme dépassera de loin l'horizon 2022, non pas comme un aboutissement, mais comme un point de départ. Pour vivre cette émission, comme vous l'a dit à l'instant Denis, nous accueillons sur ce plateau Monseigneur Hervé Gosselin, notre évêque, Madame Agnès Ballu et son mari Dominique, de l'équipe Mission Rurale, Madame Hélène Oxburger, responsable du camping des Lacs près de Massignac, également membre de l'équipe Mission Rurale. Et puis par téléphone, Monsieur Jean-Emmanuel Poumayou, maraîcher bio à Yes, qui lui-même fait partie de l'équipe Mission en monde rural. Alors notre émission va se dérouler en 3 temps. D'abord, le projet de nos évêques. En second, comment tout cela se met en œuvre sur le diocèse. Et enfin, comment attirer et toucher le maximum de gens de notre diocèse pour étoffer la réflexion et partager les initiatives. Alors un grand merci à nos invités d'avoir répondu présent et à vous qui nous écoutez dans cette tranche du 11-12. Tour de table, Jean-Michel Lamazerolle. Alors Monseigneur, bonjour. Revenons à l'origine de ce projet voulu par un grand nombre d'évêques de France. Comment cette initiative Terre d'Espérance a-t-elle vu le jour ? Eh bien, vous avez parlé d'un projet, celui de Terre d'Espérance, d'un colloque qui est reporté à l'année prochaine, mais qui est né en fait de ce constat des évêques de France, de se dire que faisons-nous, comment annonçons-nous l'Évangile dans le monde rural. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est de se dire, bon, l'Esprit Saint va créer du nouveau, il nous faut nous mettre à l'écoute. Et puis en fait, il y a eu comme une forme de, justement, l'Esprit Saint nous a fait nous rassembler. Et je me rappelle très bien, c'était un soir à Lourdes, au cours d'une assemblée plénière, où quelques évêques se sont dit, mais on pourrait se rencontrer pour parler de la mission rurale. Et curieusement, en fait, on était plus de 50, alors que c'était à la fin de la journée, on était un peu fatigués, en se disant, mais c'est un réel souci, partagé, de se dire comment est-ce que justement l'Église est présente dans ce monde rural, dans sa diversité, et comment est-ce qu'elle participe effectivement à la vitalité de ce monde rural. Donc, il y a cette préoccupation, donc le constat, c'est parti d'un constat, d'où l'idée d'un projet. Le projet, c'était ce colloque Terre d'Espérance, qui devait avoir lieu en 2020, puis en 2021, maintenant c'est 2022. Alors on est contrarié parce que ça n'a pas encore eu lieu, et on est très heureux parce qu'en fait, d'année en année, on sent qu'on a besoin aussi comme une opportunité de réfléchir. Alors en parallèle de cette préoccupation des évêques, il y a aussi, depuis 2 ans, à chaque assemblée plénière, en présence à Lourdes ou même en visio, nous avons au moins 1 journée et demie consacrée à l'écologie. Et les évêques ont été invités à venir avec 2 diocésains,
pour entendre aussi les différentes réalités de ce monde rural. Alors je peux citer juste par exemple 2 titres. Il y a eu « Cultiver la terre et se nourrir », produire et créer, quelle empreinte. Vraiment, il y a une fécondité dans ces rencontres, en voyant qu'à la fois, il y a vraiment une urgence, on prend conscience de cette urgence à participer à cet effort, j'allais dire, collectif, et puis proposer, être force de proposition, car je crois que la bonne nouvelle que nous avons à donner est aussi pour le monde rural. Alors, une urgence, là je dirais même, on le voit bien dans le contexte sanitaire d'aujourd'hui, est-ce que même la pandémie ne nous dit pas quelque chose sur ce déséquilibre que, pour une part, nous avons provoqué par nos comportements, et cette invitation à redresser la barre pour que nous puissions vivre mieux, et qu'on voit bien que tout est lié, comme dit notre pape, et qu'il ne s'agit pas simplement de s'occuper des coccinelles, mais je suis aussi intéressé, même en tant qu'ancien médecin, parce qu'on sait bien que la santé est dans l'assiette, et que nous avons ce retour à la terre, je veux dire, nécessaire pour retrouver un équilibre humain, personnel, et je veux dire aussi de société. Terre d'espérance, nous voulons redonner l'espérance au monde rural, et moi je donne mission au monde rural que de redonner espérance au monde, car nous avons aussi à retrouver ce chemin de la création, des équilibres. Et on va en reparler aussi, mais c'est la question de la relation, puisque, il ne suffit pas d'aller faire un petit tour à la campagne pour se sentir bien, il s'agit d'être présent de manière effective, comme depuis des siècles. On le voit bien dans notre terre de Charente, nous sommes un diocèse qu'on peut définir comme un diocèse rural, et c'est une richesse. Mais de cette richesse, que faisons-nous ? Nous, cette interpellation, cette réflexion qui est en cours pour préparer le colloque à venir. Alors, on vous sait proche, monseigneur, du monde rural. Vous aviez fait d'ailleurs vos vœux une année à la Chambre d'agriculture. Vous êtes un homme aussi de terrain, vous allez faire des visites pastorales. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Et puis, peut-être que cette constatation vous a amené à faire partie de ce groupe d'évêques qui, après le dur labeur de la journée, s'est dit « parlons de l'agriculture ». Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Je constate à la fois d'abord la beauté de nos des reliefs et de la nature en Charente, cette douceur et puis en même temps cette diversité entre le sud Charente, les vignes et puis le Limousin, la partie limousine, etc. Donc il y a vraiment une grande diversité. Et puis, concernant la vie de l'Église, un certain vieillissement, appauvrissement aussi des communautés. Il y a un exode rural parce que la poste, les services et également il n'y a plus de curés présents forcément dans tous les villages. Donc il y a une évolution qui n'est pas simplement que l'évolution de l'Église, qui est l'évolution du monde, et qu'en même temps, là, le monde rural, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a les mêmes défis. On peut être habité dans une cité et être particulièrement seul, et on peut vivre à la campagne et être particulièrement seul. Or, nous faut retrouver le chemin de la communauté, le chemin d'une rencontre authentique. Alors, on va citer certainement Laudato Si, vous avez cité déjà la joie de l'Évangile, on peut citer aussi Fratelli Tutti. Et comment est-ce que la fraternité se vit dans le monde rural ? Comment elle se vit dans le monde, dans l'Église et dans le monde urbain également. Les problèmes sont les mêmes, et puis il y a des questions spécifiques liées au monde rural, où il peut y avoir un isolement plus important, etc. Donc moi je constate effectivement qu'il nous faut à la fois nous réveiller et mettre des priorités, car il y a urgence, pas simplement pour la survie du monde rural, mais pour la survie du monde entier. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette mission Terre d'Espérance ? Alors, ce n'est pas une conclusion qu'on demande là, c'est juste peut-être le rêve au départ que vous pourriez avoir. Après, on va discuter, peut-être que votre rêve va changer, j'en sais rien, mais en tout cas, là, maintenant. Moi, je rêve qu'effectivement, et en appelant toute cette équipe-là de mission rurale, c'est qu'on puisse entendre le monde rural. Et je suis très heureux et merci de cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir rejoindre les gens là où ils sont. Contactez-nous, dites-nous qu'est-ce que vous attendez à la fois de l'Église. Donc il y a une attente très forte. Et puis je rêve qu'effectivement, on puisse
églises, favoriser des lieux de rencontre, ouvrir la porte des églises, sortir pour dire la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement une richesse en termes financiers, c'est aussi une richesse en termes nature, en termes rencontres, en termes charité fraternelle. Et c'est cela dont nous avons le plus besoin, c'est la vie, retrouver de la vitalité dans les villages, dans les communes, dans nos paroisses. Donc, c'est mon rêve. On le sent bien, le médecin et le sang neuf. Hein, voilà. Simplement, je voudrais dire que vous pouvez nous appeler si vous avez envie d'intervenir dans l'émission au 05 45 95 13 38, 05 45 95 13 38. Et donc, maintenant, on va passer au deuxième point, après avoir entendu la genèse de cette terre d'espérance par les évêques. Comment cela se décline-t-il dans notre diocèse, et notamment avec Agnès et Dominique. Donc Agnès, l'historique peut-être de cette recherche de cette terre de partage. Oui, donc dans la continuité de ce que vient de nous dire notre évêque, nous avons été appelés il y a à peu près, maintenant, bien 2 ans. Oui, allez-y, Agnès, ne vous inquiétez pas. Nous avons été appelés pour essayer pour organiser cette mission rurale. Donc le Père évêque a eu à cœur d'appeler des gens différents, un petit peu sur le territoire de la Charente. Donc nous avons avec nous Yann Dugenay, qui s'occupe d'une plutôt industrielle dans le nord de la Charente. Nous avons Hélène, qui est ici présente et qui a une activité touristique. Nous avons Brigitte et François Lemarec, qui sont des nouveaux Charentais depuis 3-4 ans, qui sont plutôt dans des professions médicales. Nous avons aussi François Chapeau, qui lui est proche des agriculteurs parce qu'il il travaille pour vendre des aliments du bétail. Donc il circule beaucoup, il connaît bien le milieu. Voilà. Et puis certains ont... voilà. Aujourd'hui, notre équipe est constituée comme ça. Donc l'historique, c'était de partir pour organiser ce fameux colloque à Châteauneuf-de-Galore. D'accord. Donc, juste avant cela, je vais vous demander, vous, de nous dire d'où vous parlez, quelle est un petit peu votre histoire pour mettre de la chair dans tout ça. Voilà, alors Dominique et moi, nous sommes exploitants, anciens pour Dominique parce qu'il est à la retraite. Nous sommes agriculteurs, moi je ne suis pas encore à la retraite, mais nous avons transmis une partie de notre exploitation à un de nos fils. Donc, nous sommes depuis 50 ans en Charente, mais pas du tout originaires de la région. Nous sommes champenois d'origine. Et voilà, donc nous nous sommes incorporés dans le monde agricole complètement. Moi aussi, puisque j'ai été élue à la Chambre d'agriculture pendant 6 ans. Je suis très intéressée, j'ai toujours été très intéressée par toutes les questions qui touchent le monde agricole. Venant d'une région qui était beaucoup plus riche en fait que la Charente, quand on arrive en Charente, il faut s'adapter et on se rend compte que les agriculteurs souvent ils sont comment dirais-je, ils osent pas. Dans nos régions ici, ils ont un peu de mal à s'affirmer et alors qu'ils sont bourrés de bonnes idées, ils ont du bon sens, ils savent les choses, mais souvent ils n'ont pas confiance en fait en eux. Voilà, donc moi, je me suis beaucoup engagée depuis très longtemps, même dans des coopératives et tout ça, parce que je me disais, bon, je parle facilement, donc je peux y aller, quoi. Donc on peut faire bouger les choses, on peut mettre les gens en mouvement. Et moi qui suis un vieux charentais depuis des générations, effectivement, on ne communique pas, comme on dirait aujourd'hui. Hein. On reste un peu bonnège chez soi. Et puis on dit, non, l'idée que j'ai, elle n'est pas forcément la bonne. D'autres en auront sûrement plus que moi. Et c'est souvent des gens comme vous qui, arrivant de l'extérieur, ont dynamisé les choses. Alors là, du coup, maintenant, revenons à notre terre d'espérance et puis à ces groupes qui ont été créés, dont vous avez évoqué les noms, pour travailler sur ce monde rural d'aujourd'hui. Alors pendant 2 ans, en fait, on a surtout fait un travail de réflexion et plutôt on a essayé d'établir une sorte de diagnostic de notre diocèse pour essayer de comprendre comment était notre milieu dans lequel on vit. Et on s'est rendu compte que les agriculteurs représentent à peu près 6% de la population, mais en fait, ce sont des gens qui sont chargés de mettre en forme l'environnement. Et en même temps, dans les campagnes, on voit arriver beaucoup de néo-ruraux,
de personnes à la retraite, de personnes étrangères. Ça fait un nouvel environnement. Et une des premières difficultés qu'on constate, même nous, dans notre petit village du Sud-Charente, c'est que ces gens-là ne communiquent pas. C'est très difficile quand on arrive en Charente, en fait, dans un pays qui est très rural, comme on l'a dit, avec un tissu complètement agricole. On n'est pas agriculteur, on ne connaît personne. Comment on fait pour entrer en relation avec les agriculteurs qui, eux, de toute façon, quand ils parlent forcément de leur métier. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un constat qu'on a fait. Par ailleurs, comme le disait le père évêque, il y a de moins en moins de prêtres dans les paroisses. Et même si les paroisses sont un lieu très central, parce qu'on y célèbre encore les obsèques, il faut bien dire que c'est même le plus gros, peut-être, des activités paroissiales de notre monde rural, de nos campagnes. Et bien, le fait qu'il n'y ait plus de présence de prêtres, ça aussi, ça joue. Ça joue. Pour la présence de l'Église, les gens n'ont pas forcément compris que les laïcs peuvent être présence de l'Église, ou alors nous, on ne sait pas trop le faire. Mais on sent que la campagne, elle souffre de ça aussi, de ce manque. Alors, ça donne tout un contexte. On s'est demandé, dans notre équipe, les points forts. On sait qu'il y a de temps en temps des très bonnes initiatives qui sont intéressantes, des gens qui organisent des fêtes au moment des moissons. Tout ça, c'est très important. Et voilà, on s'est demandé comment on pouvait redynamiser un petit peu tous ces échanges, comment est-ce que l'Église peut être un lieu de relation. Alors, on n'a pas encore trouvé les solutions, mais notre but, c'était d'apporter tout ça au colloque national, d'écouter tout ce que tout le monde allait nous dire, parce qu'on pense que dans tous les diocèses, tout le monde a bien réfléchi. On entendra des initiatives, on entendra des choses très intéressantes, et on n'aura plus on pensait rapporter aussi tout ça en Charente pour s'en inspirer. Bien sûr. Merci de nous avoir résumé la situation. Effectivement, autrefois, l'église était au milieu du village. Elle y est toujours. Moi, pour faire des émissions sur le terrain, je vois que maintenant, les gens comprennent bien que pour la célébration des enterrements, les laïcs sont là. Et je sens bien que les gens leur font confiance et ils sont intégrés maintenant, beaucoup plus qu'avant, même si, évidemment, il y a un manque de prêtres, effectivement. Mais, et puis que tout ça, c'est un peu délité et qu'aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle sociabilité à inventer, et c'est un peu le sujet de la place de l'Église là comme ferment pour ce colloque. Je voudrais passer la parole à votre mari Dominique pour qu'il nous donne aussi son témoignage puisqu'il est là avec vous. Dominique, à vous, comment est-ce que vous vivez les choses? Approchez-vous du micro s'il vous plaît. C'est un peu difficile parce que je ne suis pas très orateur et faites comme si on était à la table d'un café et puis on discute ensemble. Voilà. Oubliez qu'il y a des millions de gens qui nous écoutent. Je suis embarrassé. Non, mais votre arrivée, votre épouse nous disait dans le milieu rural, vous avez découvert la Charente et vous avez été acteur, notamment à travers les coopératives, les choses comme ça. Vous êtes toujours quelqu'un d'engagé, c'est ça que je voulais vous dire. C'est vrai. J'ai commencé en Charente. Ma première chose, c'est de remembrer. Ça, c'est un des points qui était quand même important. On l'a fait en amiable sur la moitié de ma commune. Ça a été assez rapide j'ai été étonné quand même. Et puis après, je me suis occupé de coopératives dans l'élevage. J'ai été vice-président pendant 5 ou 6 ans. Et puis, je me suis occupé aussi de les écoles d'agriculture en monde rural. Les MFR, oui. Les maisons familiales en monde rural. Voilà. Et puis, je suis arrivé à la retraite tranquillement. Et j'ai beaucoup aimé mon métier parce que ça a été très différent entre l'agriculture champenoise que l'agriculture charentaise. Et il a fallu tout se remettre en cause aussi avec les gens. C'était très intéressant. Voilà. Bien, et aujourd'hui, vous êtes partie prenante dans cette réflexion.
J'essaye, Bon. mais je suis surtout le soutien de ma femme. Ben oui, mais bon, merci beaucoup d'avoir bien voulu témoigner, Bon. Dominique. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma voisine, Marie-Hélène Augsburger, responsable donc du camping des Lacs près de Massignac. On vous a déjà rencontré lors d'une précédente émission et ben, je suis ravi de vous accueillir derrière nos micros d'RCF ce matin dans cette émission spéciale autour du monde rural. Ben, votre témoignage à vous et puis comment vous avez rejoint l'équipe qui vous a contacté ou poussé voilà, pour faire partie de ce groupe de réflexion. Alors bonjour à tous. Qui est-ce qui m'a invité? C'est Monseigneur Gosselin, qui est à l'origine de cette mission rurale, et qui m'avait demandé de rejoindre cette équipe. En particulier, m'avait-il dit à l'époque, parce que je n'étais pas dans le milieu agricole. Et que pour lui, il était important que le monde rural, enfin que la mission rurale soit représentative du monde rural, et que le monde rural, ce n'est pas que l'agriculture, même si dans notre diocèse, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Voilà, donc nous, avec mon mari, nous tenons le camping des Lacs à Pressignac, comme vous l'avez dit, ce qui est plus représentatif du secteur du tourisme, en plein développement d'ailleurs. Et le monde rural, c'est des gens qui travaillent dans la santé, dans les services, il y a des artisans, il y a des gens qui sont dans l'industrie. Et aujourd'hui, effectivement, comme le disait Agnès, il y a aussi beaucoup de gens, des néo-ruraux, comme on les appelle, qui viennent souvent s'installer comme agriculteurs, mais de plus en plus, et avec la situation sanitaire, qui viennent en télétravail. Donc c'est vraiment des visages multiples que ce monde rural. Et ce sont des enjeux divers. Alors, Agnès nous a dit tout à l'heure que c'était pas si simple de communiquer avec les gens du terrain, agriculteurs, cultivateurs, paysans, comme on les appelle, puis ils veulent être appelés. Vous êtes dans la partie touristique dans ce monde rural. Vous voyez les autres qui sont en télétravail et autres qui viennent d'arriver, les néo-ruraux. Comment est-ce que vous le vivez, vous, cette communication avec les gens ruraux du territoire, enfin des agriculteurs du territoire? Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a un dialogue? Et comment vous êtes perçu? Alors, c'est plein de questions dans une question. Oui. Et bon, c'est un peu biaisé. Enfin, je suis dans le secteur du tourisme, mais à l'origine, ma famille est originaire du côté paternel de Houlette et du côté maternel de Réparsac, donc dans le Jarnaquais. Oui. Et ils sont tous agriculteurs, donc c'est un milieu que je connais un petit peu quand même, donc qui ne me faisait pas peur quand je suis arrivée en Charente-Limousine. Et puis j'ai beaucoup bougé, j'ai quitté la Charente, je suis revenue ça fait 7 ans, donc avec mon mari qui lui est du Var. Donc lui, voilà, moi j'ai pas eu de problème pour m'inculturer ici, j'ai pas eu de problème pour rentrer en relation avec les agriculteurs. Même s'il y a toujours une certaine défiance que j'ai retrouvée, mais que j'ai connue partout, qui n'est pas spécifique ici. J'ai habité Paris, c'était un petit peu pareil. Dans le Var, n'en parlons pas. Mon mari, lui, qui n'était jamais parti de son secteur, voilà, ça va faire 7 ans, 8 ans maintenant qu'on est là. Et il commence tout juste à entrer en relation avec des gens, à avoir quelques amis. Donc lui, il trouve que le Charentais est quelqu'un qui communique peu. Et moi, j'avais l'habitude d'entendre dans ma famille que le Charentais, il est un peu comme sa ferme. C'est fermé, il y a des murs très épais. On y entre difficilement. Par contre, une fois qu'on y est, on est accueilli et c'est définitif. Voilà. Donc la communication, je dirais qu'elle est... Elle n'est pas forcément évidente, mais elle est possible. Alors, il n'y a pas de mur dans le Limousin. Hein. On n'est pas dans le Cognacet, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est l'histoire, ça, tout ça. Hein. Du coup, vous, comment vous vivez ça et comment vous vous êtes approprié ce thème d'aujourd'hui dont nous parlons dans le monde rural pour le réensemencer peut-être dans la foi ou en tout cas dans la dynamique de Laudato Si et de l'écologie. Comment est-ce que vous vous êtes pris cette question et que vous voulez participer à cette réflexion?
Alors cette question de la mission dans le monde rural, pour moi, elle est très très importante parce que je rejoins le constat de Monseigneur Gosselin et d'Agnès. Voilà, il y a plus beaucoup de prêtres, les gens sont loin les uns des autres. Et il y a un désir, il y a un vrai désir, parce que les gens sont seuls, parce qu'il y a des pauvretés, des fragilités dans notre monde rural. Et du coup, je trouve ça important qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse essayer de réfléchir à quels sont les enjeux, quelles peuvent être déjà les solutions qui sont déjà mises en place, et quelles sont celles qu'on peut inventer, que l'esprit va susciter. Accompagner ce que j'appellerais cette nouvelle évangélisation, accompagner ce mouvement vers tous ceux qui ont soif, qui ont vraiment qui ont soif, qui ont besoin de l'Église, qui ont besoin qu'on leur annonce que Dieu est toujours présent, qu'il est toujours miséricorde, qu'il est toujours là pour eux. Voilà, je sens en fait une soif d'un côté et un espèce de mouvement de l'autre côté, de la part de l'Église, qui cherche un petit peu comment rejoindre cette soif. Et pour moi, on est un petit peu au milieu pour essayer de faire le lien entre tout ça, quoi. Enfin, oui, j'allais vous poser la question, comment est-ce que ça peut se combiner entre la soif d'écologie, la soif de rencontre, la soif de partage, et puis la soif de partage en Église, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On est là avec la dynamique de l'Esprit Saint, comme vous disiez tout à l'heure, mais ça ne va pas forcément d'emblée tout de suite ensemble. Et là, vous dites, on est au milieu du gué, là, on essaye de trouver le point de jointure qui va faire que tout ça communie. Oui, c'est ça. C'est pas simple. Nous-mêmes, on sait pas très bien. Mais voilà, l'idée, c'est de se mettre à l'écoute. Je pense que notre mission première à notre équipe, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, d'une part, de ce que les personnes souhaitent aussi. Et ensuite, peut-être de soutenir des éventuelles idées qui naîtraient ici ou là. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Non, mais on sent bien que vous êtes sur le terrain et vous êtes à l'écoute. Voilà, pour résumer, après on va revenir dessus. Maintenant, je voudrais, dans cette émission spéciale Terre d'Espérance ce matin sur RCF, passer la parole à monsieur Jean-Emmanuel Poumayou, qui est donc maraîcher bio à Hyères, et pour que il nous parle lui aussi de son engagement. On va d'abord le saluer. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous par téléphone, mais vraiment ravis. Donc, vous avez entendu un peu le témoignage de chacun. Quel serait le vôtre ? On a parlé des néo-ruraux tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui arrivent à la campagne pour faire une activité comme vous, sans doute de maraîchage. Racontez-nous un peu votre histoire et comment vous vous situez dans cette dynamique. Oui, alors en quelques mots, nous, c'est notre cas, on est des néo-ruraux. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est en Charente. Moi, j'avais des racines familiales du côté de ma mère qui était de Ruffec. Et il se trouve que ma femme, on a acheté en fait une ferme qui était dans la famille de ma femme. Donc on était à la fois des étrangers et à la fois on avait quelques liens. Mais sinon, tous les deux, on était des urbains. On avait grandi dans des grandes villes, évolué beaucoup dans des grandes villes différentes. Et moi, c'est suite à un passage au Brésil où, en vivant avec une population pauvre, mais qui avait une grande joie de vivre, que j'ai été interpellé par la morosité qu'il y avait. Moi, je venais de Paris, et j'ai été frappé. Enfin, la conclusion de ce séjour au Brésil, ça a été de me dire, mais en fait, il faut une certaine sobriété de vie et un contact avec la nature pour goûter que la vie est bonne. Que voilà, avoir cette joie d'être en vie. En fait, la force que j'ai trouvée au Brésil, c'est que les Brésiliens ne se réjouissent pas de ce qu'ils ont, de ce qui leur arrive. Ils se réjouissent d'être vivants. Et du coup, c'est une force énorme. Tant qu'ils sont en vie, ils disent, nous, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir, il y a de la joie, et on voit un sourire illuminer leur visage. Et ça m'a vraiment interpellé. Et donc, de retour en France, j'ai cherché un mode de vie à construire un couple, une vie de famille, d'une manière sobre, en contact avec la nature, pour que ce contexte, finalement, nourrisse en moi l'émerveillement, cette joie d'être en vie, cette joie d'être vivant.
Voilà, donc c'est ça qui m'a conduit à la campagne. Dans une campagne, nous on est en Charente-Limousine au-dessus de Confolens, donc qui est quand même assez préservé. Il y a du bocage, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de vie. Et on en est très heureux, ça a ses exigences, donc vous le disiez un petit peu sur d'abord renouer des liens. Nous, on n'a pas eu de tant de difficultés que ça à créer des liens. C'est sûr que la paroisse nous a aidés. En intégrant la paroisse, du coup, on a rencontré des gens. Alors, des jeunes comme nous, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être la pauvreté, on va dire, de l'Église en monde très rural comme ça. Mais des anciens, il y en a beaucoup. Et les anciens, ils ont toute leur richesse aussi, le recul qu'ils ont, tout ce qu'ils ont vécu. Et ça nous a... Ma femme, elle aime dire qu'en fait, elle a une vie sociale plus développée ici, elle trouve, plus riche, plus diverse que ce qu'elle avait en région parisienne, où elle voyait finalement que ses amis d'un même milieu, etc. Et donc il y a une vraie richesse de ces milieux ruraux dans la diversité, dans la rencontre en fait entre générations, ce qui est plus coupé dans le monde urbain, on trouve. Oui, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que l'Église, là, ou la paroisse en tout cas, peut être facteur d'intégration. C'est-à-dire quand on arrive dans un pays où on ne connaît personne, si on va peut-être à la messe et où il y a un pot à la fin de la messe, ça crée déjà un embryon de lien. Ça, c'est vraiment, c'est vrai que l'Église, c'est très simple ça aussi. Hein. C'est un peu comme l'histoire que vous nous dites. C'est cette espèce de simplicité humaine qui fait que des petits liens vont se créer. Et en tout cas, qu'on ne sera pas complètement un inconnu. Donc ça, moi je me suis aperçu de ça même dans ma vie. Hein. Si on veut faire du lien, eh bien on peut faire comme ça. C'est un peu votre démarche à la Pierre Rabhi finalement, votre parcours là. Oui, c'est vrai que moi je connaissais pas Pierre Rabhi, mais en revenant du Brésil en France, quand j'ai pas lu son livre, j'ai lu des passages, mais quand j'ai entendu le titre de son livre il a un livre qui s'appelle La sobriété heureuse, mais ça m'a fait tilt. Je me suis dit mais c'est ça que je veux vivre. Voilà, et donc nous on est très heureux aussi de retrouver, on est quelque part témoins privilégiés ayant vécu dans le monde urbain et puis dans le monde rural, que dans le monde rural il y a plusieurs richesses, donc la présence, la proximité entre les générations. Une autre richesse qu'on trouve, c'est le rythme naturel. On voit bien plus la saison avancer et son rythme que quand on est entouré de milieux artificialisés finalement. Et du coup, il y a une vraie joie, il y a un rythme qui est sain de sentir la saison qui revient. Le printemps, tout ressort, etc. L'été, et puis l'automne, il faut se préparer à l'hiver. L'hiver, on prépare son bois, on fait son feu, on stocke ses courges. Il y a un rythme qui est très sain, et qui est reposant, qui est épanouissant, qui fait beaucoup de bien. Et ça participe vraiment à notre joie. Jean-Emmanuel, vous me racontez la vie de mon grand-père, là. Comment est-ce que la modernité est entrée dans cette sobriété ? Alors, nous, on associe les deux, on va dire. Alors, à la fois, c'est vrai qu'on a fait un choix un petit peu décalé par rapport à la modernité des dernières années. C'est-à-dire, on voulait pas... c'est un choix de vie. On voulait pas courir derrière l'argent, on voulait pas un métier qui nous oppresse au point d'avoir plus de temps pour nos enfants, d'avoir plus de temps pour notre vie de famille, d'avoir plus de temps pour rencontrer les amis. Et ça a son coût, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une vieille voiture, on a parfois des problèmes techniques, il faut aller chez le garagiste plus souvent. On vit pas dans un certain confort matériel autant que nos contemporains sont habitués à le vivre. Et parfois notre famille dit, vous n'avez pas encore de salle de bain, comment vous faites pour vivre ? Oui, mais on prend un gant de toilette et on se lave quand même. Franchement, on n'en meurt pas. Et en contrepartie, oui, mais nous, on a un cadre de vie, on a du temps avec nos enfants. Est-ce que ça vaut pas mieux que d'avoir une salle de bain et puis de faire métro boulot dodo, de vivre dans du bruit continuel, dans de la saleté, des mauvaises odeurs, du gris. Donc, chacun fait ses choix. Mais nous, on pense qu'il y a vraiment... Et d'ailleurs, on est en contact avec beaucoup de jeunes qui passent chez nous à travers le réseau du woofing. Oui, j'allais vous en parler, oui, que vous accueillez des gens qui viennent de l'extérieur. Et puis après, je vous poserai une question sur, finalement, comment vous avez été, vous et les woofers, acceptés dans la région. Mais d'abord, parlez-nous du woofing, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
Oui, donc le woofing, c'est un réseau. En fait, au départ, quand il y a eu des fermes en agriculture biologique, il y avait très peu de formations qui existaient sur l'agriculture biologique. Et donc, il y a un réseau qui s'est créé pour permettre à des jeunes d'apprendre au contact avec des fermiers qui pratiquent l'agriculture biologique. Et donc, c'est un échange gagnant-gagnant. Le jeune est accueilli, logé, nourri, et puis en échange, il donne quelques heures de son temps à travailler, à participer à la vie de la ferme. Et donc, nous, on accueille des jeunes 8 mois dans l'année, 8-9 mois dans l'année, presque en continu. Et donc, on est en contact avec pas mal de jeunes qui sont de milieux urbains, de professions très différentes. Ça va de maître nageur à la piscine à chercheur en astrophysique. Enfin, on a vraiment tout reçu, avec souvent des aspirations de recontact avec la nature. Dans la jeunesse, on sent qu'ils disent mais on voudrait comprendre comment les légumes poussent avant d'arriver dans notre assiette, comprendre le rythme des saisons, la place de l'animal par rapport à l'homme, est-ce qu'on a le droit de tuer les animaux, est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer. Ils se posent beaucoup de questions et ils veulent pas une vie métro boulot dodo, quoi. Ils veulent une vie qui a du sens. Ils veulent pas détruire la planète, ils veulent un métier qui a du sens et qui soit vertueux pour les générations futures et puis pour l'environnement. Donc voilà. Enfin, en tout cas, nous, ce contact avec ces jeunes générations-là, elles nous stimulent aussi et elles nous confortent dans le choix qu'on a fait. Il y a beaucoup de gens qui aspirent en fait à avoir une vie plus saine, moins à courir tout le temps, après le temps, avec une charge de travail peut-être, prête à sacrifier un peu de confort pour quelque chose qui a plus de sens, plus vertueux, plus équilibré finalement. On a bien compris, Jean-Emmanuel. Et quant à votre arrivée sur les lieux, dans cette ferme, même si ça appartenait à la famille, si vous réappropriez ces terres vis-à-vis du tissu local et des agriculteurs, là, comment est-ce que vous avez été perçu ? Eh ben, on a eu vraiment les deux opposés. Ça veut dire certains qui nous ont très mal regardés, qui étaient jaloux parce qu'ils voulaient les terres et ils n'étaient pas contents qu'on les ait acquis à leur place, ou qui comprenaient pas la façon dont nous, nos choix de culture, etc., du coup, qui faisaient que de critiquer et de penser du mal de nous. Et puis d'autres qui étaient heureux de voir des jeunes arriver à la campagne, qui étaient heureux de voir des jeunes arriver à la paroisse, qui nous ont invités à faire partie d'une chorale, à faire partie de tel groupe. Donc il y a de tout. Moi je trouve que parfois je dis la campagne c'est un peu le Far West. Ça veut dire c'est peut-être les relations sont parfois moins policées qu'en milieu urbain. Il y a des gens qui nous aiment pas, ils nous le disent presque ou ils nous font sentir. Il y a des gens qui nous aiment bien, c'est pareil, on le sent aussi. C'est la vie. Bien. Comment vous avez rejoint l'aventure de Terre d'Espérance ? Alors c'est Monseigneur qui m'a proposé. Nous, ça nous a parlé à la fois. On se dit donc que la campagne a cette richesse à travers cette présence de la nature, je l'ai déjà dit, les générations qui sont proches, etc. Et en même temps, il y a certaines pauvretés, on en a déjà parlé, le fait qu'il y ait de moins en moins de prêtres, que les prêtres sont vieillissants, qu'il y a moins de familles jeunes, en tout cas chrétiennes, qui sont dans les paroisses. Et du coup, il se pose vraiment la question, nous, pour vivre notre foi, comment on peut la vivre de manière suffisamment riche pour l'entretenir. La foi, ça s'entretient, il faut la nourrir. Et puis, pour nos enfants, c'est pareil, comment leur donner de la foi, comment faire qu'ils puissent rencontrer des jeunes de leur âge aussi qui ont la foi. Il y a ça. Et puis enfin, on pense vraiment que... moi, j'expérimente aussi à travers ce contact avec les woofers, peut-être plus particulièrement, qu'il y a quand même une ambiance très défavorable, il y a un regard négatif posé sur tout ce qui est religieux aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vient de l'école ou si ça vient des médias ou je ne sais pas quoi, mais il y a vraiment un a priori fort qu'on retrouve vraiment chez beaucoup de ceux qu'on accueille, qui dit la religion c'est dangereux, ça va mener à des guerres, etc. On retient qu'un côté très négatif, et tout le côté positif, la solidarité que ça a créé, tout ça, c'est mis de côté. Et du coup, c'est très difficile, ça nous paraît difficile d'annoncer l'évangile.
Les gens nous disent non, ça ne nous intéresse pas, la foi, ça ne nous intéresse pas, tout ça. Alors, moi, je crois qu'à la suite du pape François, il y a vraiment aujourd'hui des lieux ou des sujets qui sont favorables pour réannoncer la bonne nouvelle. Et dans ces sujets, on l'a déjà dit, mais il y a Laudato Si, c'est-à-dire la place de la création. Comprendre que Dieu nous aime à travers la création qu'il nous a donnée, qui est bonne, qui a un ordre, et que il y a une harmonie dans la création. Et qu'à travers cette harmonie, on peut toucher la joie de la vie et du coup la joie du Créateur, la bonté du Créateur. Merci. Ça, oui. Alors, j'allais vous remercier de ce témoignage fort. On va bientôt passer à la troisième partie de notre émission. Tour de table, Jean-Michel Lamazerolle. RCF Charente. Alors, après Jean-Emmanuel et vous tous qui avez témoigné et dit un peu votre ressenti et votre vie, Monseigneur Gosselin, dans cette émission donc sur Terre d'Espérance ce matin sur RCF, qu'est-ce que, après tous ces témoignages, vous auriez envie de nous dire avant qu'on dise comment on peut augmenter la réflexion et attirer des gens pour étoffer cette réflexion? En entendant d'abord Jean-Emmanuel, je confier un petit souvenir, puisque j'avais été 2 ans en Guyane, et de dire combien, effectivement, ce contact avec une forêt dite vierge, avec des populations qu'on dit primitives, les Indiens de Guyane, combien ça a été déterminant dans ma conversion. Et combien je pense que je souhaite effectivement qu'il puisse y avoir ce contact avec la nature, ce retour à la terre, se dire la terre on ne l'a pas abandonnée, et puis en même temps on l'a parfois maltraitée, et de se dire qu'il y a vraiment, comme on le disait, une urgence, et puis ce jardin est quand même magnifique, quoi, le jardin qui nous est confié. À l'aumônerie de prison, qui est un milieu très confiné. Je me rappelle, pour la première messe que j'avais célébrée comme aumônier, il y a un gars qui est venu me voir à la fin et puis qui a pris une petite fleur sur l'autel. Et je l'ai regardé ahuri parce qu'il était baraqué et tout. Et avec sa petite fleur, ça me paraissait complètement loufoque. Et il me dit, mais tu sais, ici, c'est un peu comme notre jardin. Et je pense que le jardin est quand même déterminant, si bien que voilà, on a ce souci, et je pense que vraiment je suis un petit peu écolo sur les bords, dans la mesure où je fais attention au tri des déchets, peut-être à ce que je vais consommer, etc. Mais qu'en même temps, il y a une urgence qui fait qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et plus rapidement, d'où cette importance de Terre d'Espérance, que la réflexion dans le diocèse d'Angoulême aboutisse aussi à des décisions et qu'on puisse rayonner. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Je voulais rebondir sur ce que vous dites. Vous êtes aussi un paysan local, puisqu'il y a un jardin partagé à la maison diocésaine, il faut le dire, il faut en profiter pour le dire. Oui. Et puis vous avez des poules aussi même. Vous avez des œufs. Donc on sent chez vous ce côté qui aime la terre et qui aime la faire partager. Voilà, je vous ai coupé un petit peu, c'était pour une petite parenthèse amusante, mais vraie. Et je vous laisse poursuivre. Je poursuis en reprenant l'image, c'est-à-dire que pour nous, on a voulu que la maison diocésaine ne soit pas un milieu fermé, mais un milieu ouvert. Il y a l'ouverture par une association Forum Magdanella, c'est pas l'occasion d'en parler, mais se dire aussi de l'ouvrir pour un jardin partagé. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ce grand jardin qui était un peu inutilisé serve aux voisins, etc. Et donc, c'est l'idée que l'Église aussi ouvre, ce qu'elle est pour donner du sens. Moi, je suis très préoccupé par le fait que les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, qu'on puisse leur dire, mais c'est grâce à vous que nous mangeons. C'est grâce à vous que nous mangeons de bonnes choses. Et de dire, mais c'est la mission que vous avez sur la terre, effectivement. Et c'est pas simplement d'être opprimé par des lois, etc. Certes, et puis de ne pas gagner le fruit de son travail, mais de quémander des subventions et autres. C'est pas normal. Donc il y a une question de justice et de justice sociale, mais c'est déterminant de permettre à ceux qui vivent à la campagne de donner du sens à leur activité. Et qu'est-ce que vous répondriez à Jean-Emmanuel quand il dit aujourd'hui, l'Église, on n'en veut pas parce qu'elle est facteur de guerre, elle a été dans l'histoire facteur de guerre, etc., ou autre chose, et elle nous empêche de grandir. Ça, c'est la réflexion qui s'est faite. Il nous a donné aussi la solution. Ça veut dire que par Laudato Si, par son engagement dans une vie dans la campagne simple et rayonnante, l'Église passe à travers ça. On pourra en parler tout à l'heure
avec Agnès bien sûr et les autres invités, mais vous, comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que c'est un bon constat, c'est un diagnostic, il faut absolument aussi, mais c'est une forme d'intoxication, je veux dire presque mentale, où l'homme est comme paralysé avec ce qu'il entend, et puis ces rumeurs qu'on entend sur l'Église, alors qu'en fait l'Église a je veux dire, ce rayonnement, et puis vous voyez, autour de la table, et avec Jean-Manuel au téléphone, il y a ces témoignages de chrétiens engagés qui, moi je pense qu'on évangélise bien par rayonnement, c'est-à-dire qu'il faut donner envie. Moi quand j'entends Jean-Emmanuel ou Agnès, j'ai envie d'être chrétien, parce que ça donne... faut donner envie. Or, en fait, si on ressemble à des petits croutons rassis dans un placard, on n'a pas trop envie d'y aller. Ceci dit, pour tout vous dire, là, il y a quelques jours, j'ai reçu aussi un appel de quelqu'un qui me dit « Je ne suis pas croyant, je suis plutôt matérialiste et même athée, mais je souhaiterais vous rencontrer parce que je trouve que Laudato Si, le pape, il pose des bonnes questions. Comment est-ce que la spiritualité peut rejoindre les interrogations qui sont les miennes ? C'est capital. Donc, on soit en dialogue avec le monde parce que, certes, il y a toutes ces critiques. Alors, les woofers qui vont, quand ils rencontrent effectivement Claire et Jean-Emmanuel, ils ont raison de dire « Voilà ce que je pense ». Et puis, par leur témoignage, je pense qu'ils peuvent aussi être déplacés, je veux dire, intérieurement, et se dire là, mais quand même, est-ce que c'est le fruit du hasard, toute cette merveilleuse création ? N'y a-t-il pas une présence forte d'un créateur, de quelqu'un qui nous aime, et que ce qui compte avant tout, c'est quand même l'amour. Et s'il y a de l'amour dans un foyer, une famille, c'est là qu'on a envie aussi de leur ressembler. Alors Jean-Emmanuel, est-ce que vous acquiescez à ce que dit Monseigneur Gosselin ? Est-ce que les woofers qui viennent chez vous, par votre simple témoignage et le témoignage de votre foi, il en ressort quelque chose ? Alors, ça arrive. D'abord, on l'espère. On ne sait pas toujours ce qu'on sème. Et puis, oui, ça arrive assez régulièrement qu'on parle de sujets de la foi, de plusieurs sujets. Mais la foi, ça arrive qu'on en parle. Voilà. Je pense que dans notre éducation, dans ce qu'on enseigne à l'école, il y a quand même une façon de transmettre l'histoire, de raconter l'histoire qui déforme les choses et qui est malsaine. Donc on essaye parfois de revenir dessus, mais c'est pas toujours évident. Après, c'est surtout l'exemple, comme disait Monseigneur, surtout l'exemple qu'on donne. Parfois, il y a beaucoup maintenant il y a un flou sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, qu'est-ce que le couple, comment articuler la place de la femme et la place de l'homme, etc., l'ouverture à la maternité. Il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de remises en question. Et parfois, il y en a qui sont bloqués au niveau idéologique, mais en nous voyant vivre, ils disent voilà, idéologiquement, on n'aime pas la façon dont vous vivez, le couple de manière un peu traditionnelle, mais on ne peut pas dire que chez vous, c'est pas harmonieux. Et voilà, nous, on est contents aussi de ce témoignage-là. Merci beaucoup de votre témoignage, là, votre témoignage de vie de couple aussi, Jean-Emmanuel. Je voudrais passer la parole donc à Hélène pour nous dire aussi, elle, quel est son témoignage dans le milieu où elle est, et puis le témoignage de sa foi dans ce milieu-là, comment est-ce qu'elle rayonne, comment est-ce que vous percevez les choses, et comment est-ce que vous l'exprimez ? Alors, de différentes manières. Je rejoins Jean-Emmanuel, il y a surtout la manière dont on vit. Après, moi, par mon activité, je témoigne de manière claire et ouverte plus facilement avec mes collègues. Les clients, c'est un peu plus délicat. Mais j'ai eu des conversations, parce qu'on a des saisonniers tous les étés, et ce sont des jeunes en général. Et c'est là que je retrouve cette soif dont je parlais tout à l'heure, quoi. Quand on discute avec les jeunes, ils ont effectivement une image assez biaisée de la vie, de l'amour, du couple, de la sexualité. Bon, ce sont les thèmes à 20-25 ans, ce sont surtout ces thèmes-là qui sont abordés. Et voilà, donc ça c'est un premier point d'une annonce directe. Et après, en paroisse ou sur le lieu sur lequel je vis, on essaye de mettre en place des petites choses. On a mis par exemple le parcours gratitude en place. Et moi, ça m'a vraiment édifiée parce que je me suis retrouvée à rencontrer des personnes que je ne connaissais pas sur ma paroisse. Des gens très divers et des gens, pareil, qui avaient une soif surtout de partage, d'échange et qui avaient besoin d'être rejoints par l'Évangile. Et voilà, donc... C'est quoi le parcours gratitude ? Alors, le parcours gratitude, ça a été lancé sur la paroisse de Confolens.
C'était 5 séances avec une petite vidéo sur le thème de la gratitude, de l'action de grâce, comment le mettre en place dans nos vies, comment le vivre et dans quelle mesure est-ce que ça nous aide, ça nous fait grandir et ça nous rend heureux. Et c'était ensuite, à la suite de chaque enseignement, il y avait un temps d'échange. Et ce thème de la gratitude a beaucoup rejoint les personnes, mais je crois que le temps d'échange les a encore plus rejoints. Et c'est vraiment ce qu'on ressent autour de nous. Je pense qu'on en a beaucoup parlé pendant nos réunions avec les autres de l'équipe de la mission rurale. Les gens ont besoin de contact, ont besoin d'être ensemble. Et voilà, donc on essaye de trouver, on essaye de réfléchir à la présence de l'Église auprès de nos concitoyens, peut-être particulièrement dans cette recherche de sens et dans cette recherche d'échange. Bien. Alors, et si je demande maintenant à Agnès, elle, comment elle vit cette foi et ce rayonnement avec son histoire, avec votre histoire, Dominique et vous? Alors, nous, ça se vit plutôt dans une tranche d'âge un peu différente d'Hélène, parce que dans ma paroisse, on est quand même tous très âgés. Il y a très peu de jeunes autour de nous. Et une chose qui est très forte quand même, c'est on a un petit groupe de prière. Et tous les mercredis matins, on chante les laudes et on prie. Et ça, c'est vraiment une force. Et puis, dans tous ces gens qui sont avec nous dans la paroisse, on célèbre les obsèques, on visite les malades. Voilà, c'est des choses toutes simples. Il y a des gens qui disent qu'on ne voit pas, mais qui sont toujours hyper présents autour d'eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Même des personnes âgées qui conduisent encore et qui emmènent leurs voisins qui ne conduisent plus. Enfin, il y a beaucoup d'attention les uns envers les autres. Et puis, par contre, là où on a peut-être plus l'occasion d'exprimer, de parler de notre foi, c'est plutôt en famille, parce qu'on est grands-parents de 11 petits-enfants, donc certains qui sont déjà des adultes, et puis nos propres enfants. Et là, les discussions sur la foi, sur Jésus, sur le pourquoi, tout ça, c'est énorme, parce que nous, sur nos 5 enfants, il y en a à peu près que 3 qui sont, pas pratiquants, mais croyants, on va dire. D'autres moins, même pas, ou pas du tout, et qui nous interpellent énormément. Puis nos petits-enfants nous interpellent énormément. Donc, grosse discussion sur, l'Église, quand on voit ce que c'est, exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un discours aujourd'hui sur l'Église qui plane dans les jeunes générations. On ne croit pas, parce que l'Église, avec tout ce qu'elle a fait, l'Inquisition, et alors... moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que moi, je leur dis, l'Église, c'est des hommes. Et les hommes, on n'est pas parfaits. Donc, en fait, avant l'Église, il y a Jésus. Donc, moi, j'adhère pas à l'Église, j'adhère d'abord à Jésus. Et Jésus est le premier à souffrir de cet état de choses, de tout ce qui s'est mal passé dans l'Église. Le premier qui en souffre, c'est lui. Donc, moi, je ne vais pas me mettre au-dessus de lui en disant je rejette l'Église, parce que non, au contraire, je vais l'aider. Donc voilà, ma mission, si je suis là, si je suis dans l'EAP, si je fais tout ça, c'est parce que je vais l'aider. Alors, voilà. Merci aussi de ce témoignage, Agnès. Ce troisième thème, c'était comment attirer les gens pour étoffer la réflexion. Alors, comment faire maintenant? C'est l'heure, presque au terme de cette émission, de faire un appel peut-être à des gens qui peuvent venir vous rejoindre pour apporter dans ce grand colloque dans un an, à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, toutes ces réflexions que vous allez partager avec les autres diocèses ruraux de France et les évêques. Voilà. Alors, nous, notre idée, c'était déjà samedi prochain, le 24, c'était d'inviter tous ceux qui sont concernés par ces questions de la ruralité, de l'entretien de la maison commune, dans le cadre de l'Odotussi, et de les inviter à une journée de réflexion, de prière, de partage, avec des témoignages. Voilà. Et l'idée, c'est de passer par les paroisses. On aimerait que dans chaque paroisse, on porte un petit peu la même chose que nous, c'est-à-dire ce souci de la ruralité et de la mission rurale.
Donc on a été coupé dans notre élan par les conditions sanitaires actuelles. Mais voilà, ce qu'on aimerait, c'est que dans chaque paroisse où il y a une EAP, où il y a un prêtre, etc., on ait à cœur de parler, d'appeler des gens qui seraient non pas forcément pour rejoindre notre équipe de base, mais surtout pour nous envoyer des idées. Alors on a un site, maintenant on peut passer par le site du diocèse. Allons-y. rural@diocèse.fr, on peut écrire là. Alors diocèse, c'est DIO 16, le chiffre, voilà, 16.fr. Voilà. rural@diocèse.fr. Voilà, ça c'est noté. Est-ce que Jean-Emmanuel a quelque chose à dire à ce sujet-là pour étoffer la réflexion et inviter les gens à partager avec vous ? Oui, alors il y a deux choses. Il y a à la fois se retrouver pour parler, mais avant ça, en fait, il y a l'étape de la prière, c'est-à-dire il faut se tourner vers le Seigneur et supplier ensemble pour dire au Seigneur, écoute, nous, on est disponible, on aimerait être disponible pour être une présence chrétienne dans ce monde rural où nous habitons, et puis que ça porte du fruit autour de nous. Et du coup, le fait de se réunir et de prier ensemble pour se dire, ben voilà, Seigneur, comme à la Pentecôte, c'est vraiment le temps qu'on vit, on sait que le Seigneur a ressuscité, mais on a peur, on ne sait pas comment annoncer, on ne sait pas comment témoigner, on a peur de rencontrer des gens hostiles. Et ben, on a besoin de se retrouver, de prier ensemble et de demander l'Esprit Saint pour que lui nous ouvre des pistes, nous inspire, nous trouve des idées. Et c'est lui qui va construire le chemin. Merci merci Jean-Emmanuel. Je vais demander à Monseigneur, je pense que Hélène sera d'accord avec vous, et je vais maintenant, pour conclure, passer la parole à Monseigneur Gosselin. Juste un petit mot pour dire que dans cette douceur charentaise, il nous faut à la fois climatiser en donnant un esprit, comme on l'a dit, de gratitude, de bienveillance, d'émerveillement. Et c'est ça qui est la source même, je pense, même de l'évangélisation. Et en termes d'espérance, alors je crois que voilà, c'est la mission que je donne à la mission rurale et à tous ceux qui nous écoutent, d'être semeurs d'espérance. Comme on l'a entendu tout à l'heure, on sait, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, j'ai semé des graines d'agapante, je ne sais pas si ça va marcher. Mais voilà, c'est l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, comme nous dit Saint Pierre, et c'est l'espérance qui est source de joie. Donc je crois que vraiment, à la fois, cette mission est donnée de pouvoir être en Charente, terre d'espérance. Eh bien, merci pour cette conclusion, Monseigneur Gosselin. On va remercier aussi Denis Charbonnier à la technique et puis également à Amandine pour la prise de vue. Et on va pouvoir voir cette émission en podcast sur le site du diocèse et sur notre site rcf.fr. Je vous souhaite à tous une très belle journée à l'écoute de nos programmes. Et c'était donc cette émission spéciale Terre d'Espérance.